Boulevard du Palais. Il y a, proche du palais de justice, une boutique où l'on peut acheter la panoplie complète d'avocats. Robes noires brodées d'hermine, col en dentelle et tout le reste. N'allez pas croire que seuls les maîtres du barreau se fournissent dans cette échoppe. Il est fréquent que des prévenus achètent ces vêtements de cour afin de plaider eux-mêmes leur cause. Ce qui est un tantinet schizophrène, car d'être à la fois l'accusé et le défenseur n'est pas la position la plus confortable qui soit. D'ailleurs, ils perdent toujours leur procès. L'île de la Cité. À l'origine, le projet de Gustave Eiffel était beaucoup plus ambitieux que ce que nous en connaissons, carrément pharaonique. Il s'agissait d'ériger 20 tours côte à côte, toutes semblables et dont certaines devaient être peintes en mauve. Hélas, pour des raisons d'encombrement, Eiffel fut obligé d'abandonner l'idée qui, pourtant, ne manquait pas d'allure et dut se contenter de ne construire qu'une seule tour, ce qui fut pour lui très frustrant. C'est la maquette du projet initial que l'on peut admirer dans une boutique de l'île de la Cité. Passerelle Solferino. Depuis une dizaine d'années a lieu une compétition assez éprouvante, la Solferino, qui consiste à traverser 200 fois la Seine sur la passerelle du même nom, soit au total un peu plus de 21 km, la passerelle mesurant 106 mètres. La difficulté réside dans le fait que le parcours ne fait que monter et descendre alternativement. Pour couper les pattes, il n'y a pas pire. Peu de concurrents parviennent à franchir la ligne d'arrivée, et dans quel état ? Cette course est pour l'instant moins connue que le marathon de New York ou celui de Paris, et c'est dommage, car elle ne manque pas d'originalité. Théâtre du Palais Royal. Quand on frappe les 3 coups avant que le rideau ne se lève, le théâtre est ainsi conçu que tous les escaliers métalliques vibrent à l'unisson. Parfois, ces vibrations sont légèrement discordantes et le directeur est obligé de faire venir un accordeur d'escalier qui remédie à ce souci. Cette profession est hélas en voie de disparition, plus personne ne voulant plus régler les boulons, visser les écrous, l'oreille collée aux marches avec un diapason à la main. Il est vrai que c'est un travail astreignant, fort mal payé et donc peu prisé des jeunes gens. Tant pis pour la cacophonie qui, désormais, se répandra dans les coulisses au moment des 3 coups. Bord de Seine. La mairie de Paris a récemment engagé des intermittents du spectacle qui se placent judicieusement en fonction de l'orientation du soleil, projetant leurs ombres sur les pierres des quais. Grâce à eux, les touristes et les promeneurs peuvent faire des photos saisissantes selon les poses des figurants et ramener chez eux des clichés qui feront l'admiration de leurs proches. Ces comédiens, fort peu connus, carrément anonymes, sont ce que l'on appelle des travailleurs de l'ombre. Un pavot au Panthéon. Le pavot du Panthéon n'est connu que des seuls initiés. Il pousse tous les ans, à la même date et à la même heure. Ne dit-on pas ponctuel comme un pavot ? Mais jamais au même endroit. Chaque année, le club des admirateurs du pavot, qui réunit une 40aine de membres, se lance à la recherche de la fragile fleur rouge. Le premier qui la trouve a droit à une médaille symbolique et la journée se termine en libations diverses dont l'opium, curieusement, est exclu. Passage Jouffroy. Chaque matin, Colette Robinson ouvre ses volets et, depuis le lit où il somnole, son mari, Raymond Robinson, lui demande « Quel temps fait-il »
Elle jette alors un regard vers le haut et l'informe « c'est couvert ». Ce à quoi il répond « dans ce cas, je reste couché ». Le hic, c'est que Colette est myope comme une taupe et que, par pure coquetterie, elle se refuse à porter des lunettes. Ce qui fait qu'elle ne s'est jamais rendue compte qu'ils habitaient un passage couvert et qu'elle ne pouvait donc avoir aucune idée de l'état du ciel. C'est ainsi que, depuis plus de 25 ans, Raymond Robinson passe sa vie au lit. Madame le Prince. Lorsqu'elle était jeune fille, Amélie le Prince était d'une timidité maladive. Ses parents la forçaient à aller au bal dans l'espoir qu'elle y rencontrerait un garçon qui, plus tard, deviendrait son mari. Mais Amélie restait sur sa banquette, les pieds en dedans, la tête baissée vers le parquet, et personne ne venait l'inviter à danser. Sa mère lui disait « Ma pauvre chérie, si tu continues à faire tapisserie, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. » Aujourd'hui, Amélie le Prince est tapissière. Comme quoi le destin... Place des Vosges. Quand nous devons prendre l'avion, nous allons à Roissy ou à Orly, parfois aussi, mais plus rarement, au Bourget. Mais qui se soucie des pigeons qui, comme nous, s'envolent pour des destinations plus ou moins lointaines ? Peu de Parisiens savent que la place des Vosges est l'aérodrome réservé à ces volatiles et qu'il est du reste fort bien aménagé. Boutique fritax à l'ombre des buissons, restauration rapide en bordure des pelouses, bar à la fontaine. La tour de contrôle, située en haut d'un arbre, autorise les pigeons à décoller ou à atterrir. Le personnel est hautement qualifié et les collisions sont rarissimes. Tour Eiffel. Il est amusant de penser que ce sont des brodeuses qui ont au départ inspiré la Tour Eiffel. D'une part, un homme Gustave Eiffel, ingénieur déraisonnable, promoteur d'un pari de folie. D'autre part, des dentelières amies de l'ingénieur et qui lui ont inspiré les arabesques qui, depuis tant et tant d'années, font le bonheur des visiteurs. Et quand on pense que ces dentelières ne touchent aucun droit d'auteur, il y a de quoi être outré. Alors que si l'on avait fait jouer à l'époque le droit à la propriété artistique, elle serait aujourd'hui riche à crever et coulerait des jours heureux au bord d'une piscine à Miami. Décidément, la vie est mal faite. Maison Merthe, rue Jacques Callot. Le biscuit de voyage est une friandise du Nord très particulière, qui ne se déguste que lorsqu'on est loin de chez soi et qu'on a le mal du pays. En une seule bouchée, le voyageur retrouve le goût de sa province, il se sent comme chez lui, et il n'est pas rare qu'il verse même une petite larme. Champs-Élysées. Bernard et Liliane roulent sur les Champs-Élysées. Ils sont venus d'ailleurs, de province sans doute, et tout les émerveille. Liliane, par la vitre de l'automobile, fait des photos à tout va. Bernard lui demande si elle veut qu'il s'arrête. Elle répond « Non, non, continue à rouler, ça ira. » Il dit « Mais ta photo va être floue. » Liliane se moque bien de cette remarque. « Penses-tu, avec ces appareils modernes, plus rien n'est flou ?» Et elle prend la photo des champs. Plus tard, de retour dans le Limousin, ils sont du Limousin, ils sont, lui comme elle, fort déçus par la photo des Champs-Élysées. « Tu vois, dit Bernard, j'aurais dû arrêter un instant la voiture. » Les deux magots. Je connais assez bien le français, mais je sais aussi quelles sont mes lacunes, et je me suis donc précipité sur mon dictionnaire pour y lire ce qu'il en était du magot. Un magot est d'une part une somme d'argent mise en réserve, mais c'est aussi d'autre part un singe sans queue du genre macaque. Voilà donc l'explication
de ces deux magots énigmatiques, il s'agit tout simplement d'un singe sans queue ayant mis en réserve une certaine somme d'argent. Comme quoi, le nom de certains grands cafés parisiens se débarbouille de tout mystère quand on veut bien y prêter quelque attention. Canal Saint-Martin. La mouette est grégaire, c'est connu. Mais ce qui est plus inattendu, c'est d'apprendre qu'elle est on ne peut plus paresseuse. Voler, se mettre en quête de nourriture, séduire un compagnon, tout la fatigue. C'est une incurable flemmarde doublée d'une indécrottable casanière. Et c'est pour cela qu'elle ne quitte jamais le bord de mer. Fort heureusement, non loin du canal Saint-Martin, un artisan fabrique à la chaîne des mouettes d'un réalisme confondant. Il les dispose sur la rambarde du pont qui enjambe le canal, permettant ainsi aux vraies mouettes de se la couler douce sur les côtes normandes. Pendant que les promeneurs, crédules, immortalisent ces copies saisissantes. Opéra Garnier. Pourquoi les jeunes danseuses sont-elles des petits rats? Souris, ce serait quand même plus charmant, plus léger, plus ludique, non? On les entend d'ici bruisser, frémir, chuchoter, se raconter des secrets, se glisser dans un trou de gruyère, tendre l'oreille, toujours sur le qui-vive, toujours en mesure, le bout du nez levé, les moustaches, dessinées au crayon, raidies par le travail à la barre. Les petites souris de l'Opéra de Paris. Quai de la Râpée. Les chiens sont trop bas et leurs maîtres trop hauts, d'où les torticolis des animaux à ras de terre. Un kinésithérapeute pourrait se spécialiser dans la rééducation des cockers et caniches qui, à force de regarder vers le haut, se démontent les cervicales. C'est plus que jamais ce que l'on pourrait appeler une clientèle de niche. Cimetière Montparnasse. J'aime ce cimetière parce que j'habite à proximité et que je le fréquente souvent. Je le traverse d'un pas nonchalant, découvrant à chaque fois de nouvelles allées, de nouveaux noms d'enterrés, des célébrités parfois, des inconnus souvent, mais porteurs de noms insensés. Famille Mimosa, Caveau Poltron, Jean-Eugène Farquebille, Madame Eugène Doutebranle. Et j'ai fini par me rendre compte, après d'innombrables traversées du cimetière, que si je l'aimais tant, ce cimetière, ce n'était ni pour le calme, ni pour les noms croquignolés, mais c'était tout simplement parce que ces gens-là étaient morts et que moi, j'étais vivant. Port de l'Arsenal. Je me souviens des puzzles dans lesquels un château du Val-de-Loire se reflétait en 500 morceaux dans une pièce d'eau. Certains de ces morceaux étaient à l'endroit et nets, d'autres à l'envers et flous. Je ne vous dis pas les nuits blanches et le mal de dos plié en deux sur ces fragments disparates que je tenais à réunir de façon cohérente avant que le jour ne se lève. Les reflets changeants du port de l'Arsenal me renvoient à ces années de puzzle, ces nuits lamentables seulement occupées par une parcelle récalcitrante de la façade de Chenonceau ou de Chambord. Je suis presque triste aujourd'hui de ne plus consacrer de temps à ces futilités. Pont de Bir Hakeim. Il existe en Extrême-Orient une discipline olympique originale que seuls les Japonais pratiquent, le triple saut avec épouse, qui consiste tout simplement à sauter le plus loin possible en 3 rebonds et en tenue nuptiale. Le Japon envoie régulièrement des compétiteurs aux 4 coins de la planète pour exécuter des démonstrations de ce sport afin de tenter de convaincre de nouveaux adeptes. Mais pour l'instant,
Malgré leur enthousiasme évident, ces ambassadeurs ont fait chou blanc et les Japonais, faute de rivaux, restent champions du monde de la discipline. Quai de Javel. Au quai de Javel, une drôle d'odeur flotte dans l'air. C'est normal, nous dit Marcel, ici la Seine, sans l'eau de Javel. Et Marcel, au quai de Javel, part d'un rire éternel. Trocadéro. Au Trocadéro, il y a un homme nu qui n'a pas froid aux yeux ni aux fesses. Il semble être là depuis toujours, observant narquois les passants, et surtout les mères de famille qui, offusquées par sa nudité, mettent la main devant les yeux de leurs enfants afin de leur éviter ce spectacle inconvenant. Les femmes sans enfants ne se voilent pas la face, elles. On peut les voir traîner des heures entières devant la statue avec des regards d'envie. Elles ont même fait un club et se réunissent régulièrement au Trocadéro en espérant qu'un jour, l'homme nu prenne vie et les épouse toutes. Des rêveuses,